Exactement, ça s'appelle marioncino. Quand tu la touches, elle se rétracte. Voilà. Ouais, calendrier histoire des marrons. Jury Médrasier. D'accord, merci. Ah oui, voilà, c'est plus tranquille. Tu as passé un message à une autre personne. Justement, c'est que c'est une très bonne idée. Mais si tu veux que ça marche, tu as besoin de lecteurs. Tu as besoin de fans, tu as besoin de clients. Tu envoies des clients pour avoir un message. Le paradis du livre pour le tout petit. De faire en sorte que ça réponde à une demande. Si tu fais un truc sur le christianisme, fais un truc, une BD pour les églises. Par exemple, j'ai fait une BD pour les églises. Ah, ouais, mais c'est on est en chaise. Ah, on est tous à Griffo. Oui. On est chaise aussi. Nous en cours. Et donc, si on vous dit que l'Afrique, c'est la tradition orale, donc il n'y a rien du tout. Mais avec la charte du monde, vous voyez bien ce que c'est. C'est un exemple, un bel exemple, pour dire que la tradition orale, c'est une source ici de connaissances. Et cela s'est démontré scientifiquement. Aujourd'hui, on ne peut pas vérifier certaines données sans faire appel à la langue, sans faire appel donc, aux traditions orales, et bien sûr l'archéologie, il n'y a pas d'ontologie, et on ajoute aussi les sciences exactes, comme on dit. Voilà, donc c'est un rappel que j'ai fait pour passer directement donc, à l'aspect concernant donc, BES. Alors, dernière chose concernant les pygmées. Les pygmées, on peut regrouper en 4 volets tout ce qu'on peut tirer des pygmées. Il y a d'abord la tradition orale, ce que je viens de dire. L'UNESCO a reconnu cela comme faisant partie de notre patrimoine immatériel. Donc c'est fait depuis quelques années. Les pygmées, nous avons le droit de défendre, nous avons obligation donc d'intervenir par rapport à cela, parce que ça fait partie du patrimoine de tout le monde. Deuxième domaine, ce sont les connaissances médicinales. Les connaissances médicinales, vous le savez, les pygmées, ce sont des gens des peuples qui connaissent parfaitement leur environnement, les plantes, depuis les racines jusqu'aux feuilles, en passant par le tronc d'arbre. Chaque arbre est répertorié, c'est connu. Il se trouve qu'aujourd'hui, les chercheurs du monde entier veulent tout savoir. Alors, ils ont amené des ordinateurs, ils essayent d'enregistrer. Ils ont tout enregistré d'ailleurs, à commencer par la musique. Et ces derniers temps, ils sont munis d'un certain nombre d'appareils émetteurs et on leur dit de se balader dans la forêt et tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils rencontrent, il faut qu'ils le décrivent. Donc tout est répertorié, enregistré et ça constitue des bases de données quelque part, on ne sait pas où. Alors, voilà donc c'est ça aussi, les connaissances médicinales. Et, si vous avez eu l'occasion de subir ce qu'on appelle l'anesthésie, c'est aussi grâce aux pygmées. Ils ont des produits qui permettent d'endormir totalement une partie du corps et puis de réveiller. Et ça, il y a des petites histoires, mais on n'a pas le temps d'en parler. Lorsqu'on rencontre les pygmées quelque part en brousse ou bien dans la forêt,
il se passe des scènes où les pygmées vont être amenés à vous donner quelques recettes. Mais il y a des conditions. Alors, on en parlera ce jour. Alors, et le troisième secteur aussi, c'est le relève du domaine du commerce transnilotique. Vous savez que les pygmées, ce sont des grands chasseurs. Ce sont des gens qui connaissent parfaitement la nature, la zoologie. Eh bien, lorsqu'ils vont en brousse ou bien dans la forêt pour la chasse, eh bien, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, cela ne peut pas se faire sans faire des incantations, sans faire des prières, sans demander de la permission. Et si jamais il s'agit d'aller chercher une panthère, ce ne sera pas la même prière. Lorsqu'il s'agit d'aller abattre un éléphant, ce ne sera pas pareil. Alors donc, chaque prière, chaque incantation est fonction de la chasse, du type de chasse qu'on veut faire. Et aussi, les chercheurs aussi se sont intéressés aux pygmées, mais vous savez, les pygmées ne livrent pas à n'importe qui leur savoir. Tout à l'heure, on parlait donc des chasseurs. Eh bien, de Youssouf Tata Cissé, il faut être initié. Il faut avoir l'autorisation. Sinon, on ne vous dira rien, ou bien on va vous raconter n'importe quoi. Et c'est comme ça que certains chercheurs nous racontent des plaies d'histoire dans les ouvrages. Dans la réalité, ça ne reflète pas. Mais c'est voulu. C'est voulu parce qu'on n'a pas confiance. Et on ne sait pas ce qu'on veut faire de ces connaissances. Et c'est ainsi que, d'ailleurs, moi-même, j'ai eu ce problème-là. Il a fallu du temps pour qu'ils m'acceptent parmi eux pour qu'on puisse travailler ensemble. Et en plus, je parle une langue, eux aussi, nous parlons la même langue, donc la communication était facilitée. Donc ça, c'est un des éléments, la langue, la culture. Vous vous intéressez à une situation, mais vous ne comprenez pas, vous ne parlez pas les langues des personnes qui sont en face. Je ne sais pas comment vous pouvez être en mesure de livrer la substantielle moelle. Le dernier aspect, le quatrième aspect, c'est tout ce qui relève de la cosmogonie. La cosmogonie, la connaissance du monde, l'être puissant, le tout-puissant, eh bien, les pygmées connaissent ce problème-là. Et c'est à partir de ce moment que le pape Pie XI avait envoyé 3 révérends pères pour aller les étudier en 1923. Pour ça, ils ont trouvé très curieux que les pygmées sont monogames. Les pygmées, quand ils font quelque chose, il y a une sorte de prière, incantation. Les pygmées, ils connaissent les astres. Les pygmées, tout ce qu'ils font, c'est toujours en ordre précis. Alors, et c'est grâce aussi à cela que nous avons quelques éléments de connaissance rapportés en Occident. J'arrête là, nous aurons l'occasion de parler de ça en profondeur, mais je vous dirais que l'Europe a connu les pygmées de plusieurs manières. Les pygmées ne datent pas d'aujourd'hui, il ne sait pas aujourd'hui qu'ils existent, il faut remonter le temps. Je vous ai donné la date de contact avec le pharaon, puisque les documents sont là. Vous allez en Égypte, sur la tombe de Herkouf, c'est lui qui a convoyé le quatrième voyage, eh bien, tout est écrit, donc il n'y a pas de secret. Et ces textes sont transcrits. Faites attention parce qu'il y a plusieurs transcriptions. Selon l'auteur, il y a des parties qui sont occultées. Alors donc, vous savez où se trouvent ces documents. Donc, vous allez dans la tombe de ce monarque et vous trouverez cela. Et puis, ce que je peux dire, à partir de ce moment-là, les Grecs, à un moment donné, ils ont fait comme si la mémoire s'était effacée. Et on les considère comme des Lilliputiens, des gens de petite taille qui se battent contre les grues. D'où le nom qu'on leur a donné, attribué, pygmée. Pygmée, en grec, ça veut dire haut d'une coudée. Une coudée, c'est à peu près 50 cm. Imaginez
personne qui n'a que cette taille-là. Alors, pour quelle raison? Alors, ça, c'est à savoir. Et il a fallu maintenant attendre 1862-63 de notre ère qu'un chercheur allemand, Schöpfert, il fasse un tour au Soudan et il arrive au Congo, donc dans la région équatoriale, pour faire rencontrer un pygmée, et il va s'exclamer en se référant à Homère pour dire, mais tiens, mais c'est la vérité, ces personnes existent. Vous voyez le décalage, moins de 2400 ans, on oublie, on dit que c'est des animaux, plus tard, on va dire, ils existent. Et en 1992, je crois que c'est cela, Madame Mitterrand a fait venir un certain nombre de pygmées à Paris, à la porte de la Villette, j'y étais aussi, et ils ont, la presse et les médias ont tenté de vérifier si vraiment c'était des êtres humains, et s'ils réfléchissaient. Alors on les a amenés dans un magasin Carrefour, en leur donnant un peu d'argent pour aller acheter tout ce qu'ils veulent. Et les caméras étaient là. Finalement, ils n'ont rien filmé. Pourquoi? Tout simplement parce que les pygmées n'étaient pas intéressés. Ils sont rentrés dans le magasin, le public était vidé, était sorti donc de ce magasin. Eh bien, ils étaient 16 pygmées. Mais que 2 seulement sont restés dans cette boutique. Pourquoi? Parce qu'il y a une dame qui a vu une ceinture très large, la ceinture que les dames portent souvent, très large, et c'est ça qui l'intéressait. Il y a une explication. Alors, c'est pourquoi? C'est parce que les pygmées ont l'habitude de porter des hôtes sur le dos, et avec cette ceinture, elle peut attacher ça sur le front. Eh bien, ça remplace donc les feuilles ou disons l'écorce. Le deuxième, c'est monsieur qui, lui, s'est intéressé par un sac à dos. Et ce sac à dos, c'est pour monter à l'arbre, pour aller chercher du miel. Alors, et du coup, les caméras, ils ont repris toutes les caméras et ils sont partis. Voilà comment les choses se passent avec les pygmées. Et ce sont des gens qui connaissent le monde, la cosmogonie oui. Pourquoi je parlais de commerce transatlantique et les érotiques? Eh bien, vous savez, les défenses d'éléphants et les peaux de panthère, eh bien, ça servait beaucoup, les plumes, etc. Je vais faire la transition pour aller m'attarder sur Bès. Eh bien, Bès est la forme divinisée du pygmée compte tenu de tout le savoir. Et le Bès, c'est celui qui est toujours présent à la cour dans plusieurs domaines. C'est la dernière scène qu'on vient de voir, la lutte, ça fait partie. Alors, donc, de savoir. Alors, j'ai regroupé ça en 9 parties. Puisqu'on parle, donc, je crois que le mieux que je puisse rester sur ce que vous avez vu, c'est une illustration. Eh bien, le Bès, c'est l'initiateur du roi, c'est l'initiateur du pharaon. Et la chasse également. Pour que quelqu'un devienne un chef, il faut qu'il soit en pleine capacité physique, spirituelle, mentale. Et un chef qui ne remplit pas ces conditions, il va disparaître. Ça veut dire qu'il faut le remplacer. Et parce qu'un chef, c'est cela, ça fait partie des capacités, la maîtrise de la connaissance. Et l'initiateur, donc, des monarques à ce temps-là, c'est Bès. Et Bès également qui apprend au roi comment tendre l'arc, comment lancer le javelot. Vous savez, on parle disons cette bataille où il fallait traverser la mer, où on parle de la mer Rouge. Eh bien, le cheval du roi, les guidons, c'était orné de l'image des Bès. Et cela, vous pouvez les revoir
aujourd'hui, cet achat, cet équipement, eh bien, ce n'est pas de l'imagination, et vous verrez bien, baisse. Et baisse également, vous allez à la Cité du Vatican, au musée du Vatican, la chapelle Sixtine. Bon, c'est au premier étage, je ne sais pas s'ils l'ont déplacé. Le pape passe tous les jours devant Besse. C'est pas pour rien. Alors pourquoi Besse est disons, le Pygmée divinisé se trouve à la Cité du Vatican? Il y a ce voyage que je vous ai expliqué, c'est en 1923, et mais bien avant cela, depuis que les explorateurs, depuis que les Grecs vont en Égypte, ils ont amené énormément